Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants. Arracaille, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la 11e, avec ce matin une invitée attendue, Géraldine, très attendue, Géraldine, et toujours les mêmes autour de la table et dans la petite régie derrière sa vitre, on voit quand même sa tête et son petit écouteur. Bonjour Robert, à tous. salut. Igor, salut. Jean, salut. Et Jean-Christophe, salut à tous. Tout de suite, avant que Jean prenne la parole, il ne la lâche plus jusqu'à la fin de l'émission. Oh le culot. Des petites annonces. Tout d'abord, une pièce de théâtre. Là, j'empiète un petit peu sur le domaine réservé de Jean, qui me fait les gros yeux. Je me souviens, avec Jérôme Rouget, au théâtre Lucernaire à Paris. Vous connaissez tous le théâtre Lucernaire. C'est un tout petit lieu et cette pièce-là se situe tout en haut de ce petit lieu, après une marche, enfin un escalier en colimaçon. Il faut être un vrai crapahuteur pour y arriver. Voilà, c'est une pièce, une chronique d'une ville, d'un petit village des Deux-Sèvres, je crois, si je me souviens bien. C'est vraiment très très Gay. oui, gai, oui, bien sûr, et en même temps assez fin, avec plein de clins d'œil, avec plein de souvenirs qui remontent à la tronche. Enfin, si vous étiez né à cette époque-là, quoi, je veux dire. Et voilà, moi, j'ai vraiment été sous le charme pendant 1 heure. Ça dure 1 heure. J'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous voulez passer un bon petit moment en écoutant plutôt et en regardant aussi cette pièce, et allez-y tous au Lucernaire. Je me souviens, dit avec Jérôme Rouget qui a écrit le texte et qui le joue avec une mise en scène. Voilà. Quelques annonces aussi concernant Radio Libertaire, la fête de la radio le 21 et le 22 mars à l'espace culturel de la Clé, rue de la Clé, métro Sancier du Bonton, où notre technicien, je cite Jean Sérien, qui est son nom de scène, va se produire avec sa comparse. Comment s'appelle-t-elle déjà? Claire Germain. Claire Germain, oui, Ouais. un ingénieur. Elle fait plein de trucs. Plein de trucs. Ouais. Voilà. Une femme à barbe. Femme à barbe, elle casse des chaînes avec ses bras, elle fait plein de trucs comme ça. Voilà, alors retenez bien cette date. C'est le samedi ou le dimanche que tu... Je crois que c'est le dimanche en fait, on fait le concert de clôture du festival. Je crois que ça va être le dimanche à 20h. Le dimanche à 20h, ouais, voilà. Vraiment, alors là, par contre, je peux vous conseiller d'y aller en courant. Donc, la fête de Radio Libertaire, 21-22 mars, espace culturel de la Clé, métro Sancier du Bonton. Et puis, quelques annonces aussi de la radio. Alors voilà, que je trouve dans les petits papiers, et que je remette mes yeux qui tiennent pas. Donc j'ai parlé du festival culturel. Aussi le mardi 17, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h30, émission Antenne ouverte sur la crise,
avec René Berthier, Alex, des mangeurs terre, Philippe et Michael Parère de la bibliothèque anarchiste. Bon. Après, merci de parler. Alors bon, à la librairie du Monde Libertaire, rue Amelot 145, tous les samedis, il se passe quelque chose. Le 14 mars à 16h30, Caroline Granier pour son livre Les briseurs de formules, autour des écrivains anarchistes du 19e siècle. Le samedi 21 à 16h30, Patrick Schindler pour son livre 1998-2008, une décennie de lutte sociale. Le samedi 28 mars à 16h30, Jean-Marc Reynaud pour son livre Meurtre et ski à la librairie du Monde Libertaire. Voilà. Vous avez aussi, comme vous le savez, un journal qui s'appelle Le Monde Libertaire, qui paraît toutes les semaines. C'est le meilleur organe de presse de la place de Paris, que vous pouvez trouver dans quelques kiosques. Et vous avez aussi bien sûr la librairie du Monde, la librairie anarchiste 145 rue Amelot, où vous pouvez trouver ou commander tous les bouquins qui peuvent vous intéresser. Bonjour mesdemoiselles, nos invités arrivent, youf, sauvés par le gong. Et voilà, Géraldine et qui? Candice et Charlotte. Candice et Charlotte, donc 3 invités. Moi, je pensais déjà comment aussi, parce que normalement, on les attend, et puis on s'est mis, nous, parce que déjà, ils nous voient pas. Nous 3, avec Robert et Jean et moi, on s'est mis dans un petit coin pour laisser un grand espace à des invités. Mais ils étaient toujours pas là, donc je pense à une chose, on pourrait mettre là, c'est plus la peine parce qu'ils sont là, mais on pourrait mettre sur les chaises des poupées gonflantes. Pourquoi? Ça me paraît une idée bizarre. Pas pour faire la mission, même s'ils seront pas là. Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être qu'Igor a ça en stock, je sais. Oui, c'est pas. En Bien, fait, on pourrait être en pilote automatique, vous savez, dans l'avion, là. Ouais. Comme il y a un pilote pour, dans l'avion. Ah, tu vois, c'est ça, c'est la discussion que je voulais déchaîner. Bon, ça commence très fort. Jean, tu peux, après on présentera plus précisément les invités, mais est-ce que tu peux évoquer quelques... Oui, moi je voulais faire un petit retour sur les émissions précédentes, et puis comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais faire un petit retour en forme de remontage des bretelles pour mes zigues. Je vous ai chanté il y a peu Les louanges des oiseaux sont des cons de Chaval. Une amie m'a fort justement rappelé que Chaval avait commis, dans le journal Le Progrès de Bordeaux pendant l'occupation, une dizaine de dessins à forte connotation antisémite. Elle me dit aussi que chaque homme est responsable de ses actes. Elle a raison. J'ai une fâcheuse tendance à tout pardonner aux grands artistes. Ils ne sont pas au-dessus des autres hommes. C'est à chacun d'apprécier le talent de Chaval, à l'aune de sa part d'ombre comme de sa part de lumière. Et puis je voulais faire 2 retours sur l'émission de la semaine dernière. Mon copain Jean-Louis Fournier, qui a reçu le prix Femina 2008, excusez du peu, l'a écouté et m'a dit entre autres ceci. J'ai trouvé le texte de Proudhon très intelligent et très intéressant. L'assertion notamment selon laquelle toute la vie est enveloppée d'art a réjoui mon propre goût de l'esthétique. Mais il y a une autre assertion contre laquelle je m'élève en faux, qui voudrait que l'art soit l'apanage exclusif du genre humain. Notre chat, timide, que le dieu des chats vient de rappeler à lui dans sa 20e année, montait chaque soir que le temps le permettait à un emplacement dans la maison d'où il pouvait apercevoir le coucher du soleil. Il restait là immobile, pensif, jusqu'aux dernières lueurs du jour. C'est vrai que non content de générer de la beauté à chacun de ses déplacements, moi je l'ai bien connu, Timide était aussi un contemplatif de l'art. À lui comme à Bachung qui nous a quittés presque en même temps, j'adresse un solennel « Salut l'artiste !» Et pour finir, je salue Yamina et Maxime, nos invités de la semaine dernière. Sa modestie légendaire dut-elle en souffrir, Maxime nous a dit des choses qui m'ont fait irrésistiblement penser au beau texte de Camus que j'avais lu lors de l'émission du 13 janvier dernier. Alors pour Yamina et Maxime, comme pour tous ceux qui voudraient lire ou relire ce texte, je rappelle le lien artracaille.blogspot.com http://artracaille.blogspot.com. Vous descendez jusqu'à l'émission du 13-01-09 et vous cliquez sur Discours de Stockholm. Merci Jean.
nous a rappelé toutes ces choses importantes. C'est vrai que pour Chaval, voilà, c'était bien de préciser ce que tu as précisé, parce qu'effectivement, il y a des artistes qui, des fois, dérapent un peu. Et bon, c'est bien de le relever quand même aussi. Malgré que ça n'enlève rien à leur génie. Bonjour, Géraldine. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis illustratrice, auteur jeunesse, comme les amis avec qui je suis venue aujourd'hui. Candy, Sayat et Charlotte, disons Chameau, de son nom d'artiste. Bonjour. Bonjour la fille. Voilà, alors en fait, je suis pas venue seule, peut-être je peux commencer par ça, parce Bien sûr, que déjà, déjà, je trouve que c'est un métier qui est déjà assez solitaire, et moi j'avais envie de d'amener d'autres gens du même milieu que moi, parce que en fait c'est pas quelque chose qu'on conçoit comme un truc justement trop personnel, trop solitaire. Enfin, on n'a pas du tout envie de rester dans son coin, donc voilà, c'est comme ça qu'on voit notre métier. Et puis parce qu'elles sont jeunes comme moi, et que j'ai entendu des trucs sur les jeunes des fois dans cette antenne, mais pas qu'ici, et que on voulait redorer l'image de la jeunesse, artiste en général, mais bon, voilà. Ouais, on attend avec impatience tes commentaires ou tes avis là-dessus. Oui, enfin voilà, mais donc ce sera pas que les miens. Je voulais vraiment que ce soit une parole à trois. Voilà. Voilà, mais on est tous un peu dans le même esprit enfin, disons qu'on fait toutes les trois des livres, des albums jeunesse, donc des albums illustrés avec plutôt des textes courts et puis beaucoup d'images, quoi. Bien. Vous êtes signataires de la charte, toutes les trois, ou Oui. Moi, pas encore. Mais pas encore. ça ne saurait tarder. En fait, on s'est rencontrés dans la manif d'auteurs, enfin une des rares ou peut-être premières manifestations d'auteurs jeunesse organisée par la charte, enfin lancée par la charte, mais ouverte à tous les autres auteurs, évidemment. Et c'est vrai que c'est une raison de plus pourquoi j'ai voulu inviter Charlotte. C'était aussi juste pour la connaître, parce que je l'ai rencontrée à cette occasion-là. Donc voilà, c'était un bon prétexte de l'inviter à la radio. Et voilà. Merci. Je suis ravie. Candice? Alors, justement, moi, je suis un peu entre les deux. C'est moi qui est prévenue. C'est une position assez peu confortable. Donc là, physiquement, je suis entre les deux, mais aussi dans la vie, puisque en fait, moi, je suis à la charte avec Géraldine, et en même temps, je connaissais le travail de Charlotte, et quand j'ai entendu parler de cette manifestation, je me suis dit, il faut y aller. On va sortir de chez nous un peu, et donc, Charlotte est venue spontanément, non signataire de la charte, et voilà, et c'était très bien. On a eu une discussion après, et ça continue encore de discuter. Voilà. Charlotte? Oui, je pense qu'on est toutes les trois un petit peu pareil là-dessus. Enfin, on est des passionnés. Déjà, c'est ce qui nous lie. C'est-à-dire que notre travail nous passionne, mais on se passionne pas seulement pour le nôtre. Voilà, on n'est pas des dessinatrices qui s'enferment chez elles seulement pour dessiner. On est aussi passionnés par le travail des autres, et puis par la profession en règle générale. Et donc moi je m'intéresse pas seulement à faire mon petit livre dans mon coin, mais aussi à rencontrer d'autres artistes, échanger des points de vue, comprendre comment ce métier fonctionne et comment on pourrait améliorer nos conditions de travail pour qu'on puisse faire notre travail, enfin faire notre travail le mieux possible. Donc voilà, je pense que ça nous réunit aussi toutes les trois. On est assez actives. Bien. On n'est pas des dessinatrices passives. Bon. Voilà. Et l'émission, voilà. C'est parti, mon kiki. Oui, c'est parti. On n'aura pas beaucoup à intervenir. On les laissera parler. N'est-ce pas, Jean-Christophe? Ouais. Il y a une bagarre de micro là dans le studio. Un peu, ouais. Mais ça marche. Mais ça va très bien se passer. Oui, c'est parfait. On s'entend bien. On s'entend bien, on va le partager. Justement, en fait, justement, nous, on a pas mal discuté ensemble au préalable, et en fait, on se disait que, comment dire, qu'en fait on aimait les projets transversaux, en fait, c'est-à-dire qu'on aime vraiment l'objet livre, on aime vraiment le public jeunesse, qui n'est pas un sous-public, hein, on aime vraiment les enfants, mais pas seulement, c'est-à-dire que on aime faire des livres, on aime écrire des livres, on aime aussi faire les images, et on est auteur de nos images.
Donc c'est important parce que des fois les illustrateurs, c'est toujours des fois on nous considère pas forcément. Et en fait, pour nous, on est vraiment auteur à part entière des images, sans aucune prétention. Mais quand on fait un texte, pour moi, Candice, quand on illustre un texte plutôt, voilà, il y a tout le sous-texte, il y a tout ce qu'on dit en parallèle et on complète le rapport au texte et non on le paraphrase. Et donc là, je pense que Géraldine et Charlotte et moi, on se complète vraiment et on s'entend là-dessus. C'est que dans des démarches très différentes à toutes les trois, on a cette même envie, cette même conviction, ce même engagement qui se fait dans le livre jeunesse, mais aussi au-delà. Et donc, après, je vais laisser parler mes consoeurs, comment dire, pour dire, voilà, Charlotte, elle a des projets en dehors du livre jeunesse, mais apparemment, elle aime vraiment le public jeunesse, Géraldine aussi, et moi aussi. Mais ça, on va en reparler peut-être au long de l'émission. Tout à fait. Bon, on va faire une pause musicale, parce que il faut d'abord que nos têtes se reposent un peu. Déjà. De vous prendre un peu la tête, mais on est passionnés. On est gentil, on est gentil. Vous êtes là pour ça. Non, vous êtes là pour ça. Non. Ah, c'est auteur des images à la hauteur des textes. C'est pas mal. Ah, c'est bien dit. Et moi je me disais, il fait soleil. On a plein de nanas, c'est sympa. Alors je voulais mettre Girl in Hawaii. C'est un groupe assez excellent. Voilà, je vous laisse savourer. Ah, c'est super.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, ça existe, ouais. À Racaille, la 11e, avec ce matin, Géraldine, Candice et Charlotte, toutes trois illustratrices jeunesse, membres de la charte. Enfin, pour Charlotte, c'est pas tout de suite, mais ça va venir. Géraldine est aussi auteur, Candice aussi. Bon, donc 2 auteurs illustrateurs, 3 auteurs illustrateurs. Vous avez pu remarquer qu'elles n'ont pas une langue de bois. Ça va se préciser par la suite, j'ai l'impression. En attendant, le texte de Jean, cette fois-ci sur Marx, comment Marx définissait l'art. Un extrait d'introduction générale à la critique de l'économie politique. Marx, c'est 1818-1883. L'art grec suppose la mythologie grecque, c'est-à-dire la nature et les formes sociales déjà élaborées au travers de l'imagination populaire d'une manière inconsciemment artistique. Ce sont là ces matériaux. Non pas une mythologie quelconque, c'est-à-dire une façon quelconque de transformer inconsciemment la nature en art. Ici, le mot nature désigne tout ce qui est objectif, y compris la société. La mythologie égyptienne n'eût jamais pu être le sol, le sein maternel qui eût produit l'art grec. Mais la difficulté n'est pas de comprendre que l'art grec et l'épopée sont liés à certaines formes du développement social. La difficulté, la voici. Ils nous procurent encore une jouissance artistique et à certains égards, ils servent de normes, ils nous sont un modèle inaccessible. Un homme ne peut redevenir enfant sans être puéril. Mais ne se réjouit-il pas de la naïveté de l'enfant et ne doit-il pas lui-même s'efforcer à un niveau plus élevé de reproduire sa vérité? Est-ce que dans la nature enfantine ne revit pas le caractère de chaque époque dans sa vérité naturelle? Pourquoi l'enfance historique de l'humanité, au plus beau de son épanouissement, n'exercerait-elle pas l'attrait éternel du moment qui ne reviendra plus? Il est des enfants mal élevés et des enfants grandis trop vite. Beaucoup de peuples de l'Antiquité appartiennent à ces catégories. Des enfants normaux, voilà ce que furent les Grecs. Le charme que nous trouvons à leurs œuvres d'art n'est pas contrarié par le peu d'avancement de la société où elles ont fleuri. Il en est plutôt le résultat. Il est inséparable de la pensée que l'état d'immaturité sociale où cet art est né, où seul il pouvait naître, ne reviendra jamais. Alors en conclusion, je dirais que pour Marx comme pour Engels, que nous aborderons la semaine prochaine, l'œuvre d'art apparaît comme l'expression des rapports sociaux et la marque du développement, du niveau de développement d'une époque. C'est par le prisme d'un art au service d'une cause qu'il convient de juger de la pertinence d'une œuvre. Marx, comme Engels, est mort bien avant la révolution bolchevique de 1917. Si la pensée marxiste a inspiré des œuvres remarquables aussi bien à des philosophes qu'à des artistes, aucun des 2 grands philosophes communistes n'a pu anticiper la dérive obligée de leur doctrine vers le totalitarisme. Pour que l'art serve les intérêts du prolétariat plutôt que de la bourgeoisie, il fallait forcément édicter des règles strictes. Leur application a débouché sur le réalisme socialiste, cher aux staliniens de sinistre mémoire. Alors, introduction générale à la critique de l'économie politique est disponible aux éditions de l'Altiplano pour une somme d'environ 3 €. Vous pouvez trouver ou commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Merci Jean. Et paf. Bien, donc nous revenons vers nos invités, Géraldine, Candice et Charlotte. C'est bien ça? Non, j'ai pas encore perdu tous mes neurones, malgré une dégradation avancée de l'encéphale. Bien. Qui des 3? Ah ben non, c'est la parole est à Géraldine, après Candice. Ah oui, mais là, le débutant blanc. Tu veux que je te pose des questions? Ouais, par exemple, ouais, non, parce que. Ou sinon on peut faire un dessin aussi. C'est pas super radiophonique. On y a réfléchi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de vos conditions de travail déjà? Ou alors de ta vision de ta place dans la société comme artiste, tes rapports avec la profession, mais aussi avec tes clients, avec tes confrères, avec les institutions, les avantages, et s'il y en a, et les inconvénients, il y en a sûrement de ce métier.
et vos espoirs ou vos révoltes. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. C'est Non, plus mais, clair, déjà. on peut commencer par, je sais pas, moi. Non, c'est vrai que c'est particulier parce que ça peut être vraiment multiforme en fait. Faut peut-être pour que les gens s'imaginent un peu comment ça se passe. C'est pas, par exemple, ce qui peut être, ce qui me gêne un peu des fois, c'est qu'on peut faire l'amalgame. Un illustrateur, c'est voilà quelqu'un qui aurait des clients et qui cherche à se vendre, etc. Sous-entendu publicité, etc. C'est là où on n'est pas du tout là-dedans. On a choisi une voie. Si on cherchait le profit ou quoi que ce soit, on ferait pas ça parce que c'est pas du tout un bon moyen. Donc on est vraiment, enfin, illustrateur, c'est peut-être un peu vaste, mais le domaine du livre jeunesse, c'est très particulier. Nous, on est là-dedans. Enfin, nos motivations, les miennes en tout cas, c'est d'abord le livre, raconter la fiction, l'imaginaire, qui tout en manipulant de la fiction, de l'imaginaire, des images, on véhicule des idées et de manière à la fois très simple mais très structurée, de telle manière que il s'agit pas de faire passer un message, mais on manipule des idées et les gens s'approprient nos idées sans que ce soit trop direct, trop péremptoire. Donc moi j'aime bien cette légèreté là et puis cette fantaisie aussi. Et puis, ce qui me motive moi, c'est tout simplement aussi, de rentrer en contact avec des gens par ce biais-là, par les livres. C'est le fait que ce soit un objet populaire et qu'on achète pas aussi simplement qu'une pomme, mais quand même un peu partout. Ça c'est un super moyen de rentrer en contact avec les gens et d'obtenir un objet qui soit pas trop pompeux et on est d'ailleurs vachement attaché à la forme que ça peut avoir, autant je pense Candice et Charlotte que moi, on est quand même assez attaché à la fabrication, aux matières, etc. Donc voilà, c'est un peu la motivation première et tout ça fait que c'est un travail quand même assez exigeant qui nous prend énormément de temps. Je sais pas, on fait peut-être en moyenne 2 albums par an si on veut les faire bien. Enfin, c'est vraiment pas de la grosse production et de toute façon on n'est pas dans le produire parce que c'est pas parce que il faut qu'on trouve d'autres moyens après de s'organiser, de gagner sa vie, etc. Parce que avec 2 livres par an, on peut pas s'en sortir. Mais c'est ça la question justement. C'est donc après c'est pour ça qu'il faut qu'on navigue vers d'autres terrains. Heureusement le dessin c'est très très ouvert, on peut il faut qu'on trouve des trucs, mais on peut organiser des ateliers, des expositions, des événements. On peut évidemment aussi faire un peu d'expérience dans le dessin de presse ou je ne sais quoi pour on est un peu obligé de se diversifier, mais c'est aussi une chance que d'essayer de se poser la question comment être sur plusieurs terrains pour petit à petit s'en sortir, quoi. Disons qu'avant de venir, on s'est dit il faut surtout qu'on essaye de communiquer notre passion et notre plaisir de travailler, parce que par contre en ce qui concerne les conditions de travail et les problèmes qu'on rencontre, ils sont tellement nombreux et c'est tellement dur de vivre de ce métier, etc. que on s'est dit oui il faut en parler, mais on n'a pas envie de parler que de ça parce qu'on n'a pas envie de donner une image de notre travail négative qui nous passionne et que on trouve que c'est 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 le métier qu'on a choisi parce qu'on le trouve passionnant. Donc mais après c'est vrai que en vivre on peut pas vivre que de ça. Il y a très peu de gens qui y arrivent, et ceux qui y arrivent se mettent à faire beaucoup de commandes, c'est-à-dire font des livres dont ils ne sont pas auteurs et dont ils ne cautionnent pas forcément les textes. Parce que on vous commande, un éditeur vous appelle et vous propose un texte et vous pouvez le trouver complètement niais avec ces petits oursons ridicules qui font de la compote. Mais si vous avez besoin d'argent, à un moment donné, vous allez peut-être faire le voilà. Donc notre difficulté, elle est là, comment on se positionne. Alors chacun trouve sa propre solution. Certains ont un travail à côté, certains font des ateliers. Chacun essaye de trouver sa solution. Après,
nous on trouve que c'est quand même pas très juste à plein niveau, au niveau de la répartition des droits d'auteur, etc. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà. Enfin, on voulait d'abord dire que c'était un métier magnifique et qu'on était très très vivante et engagée là-dedans. Moi, j'ai une asso à côté qui s'appelle l'Artichaut. On organise des expos, on fait se rencontrer les illustrateurs. Enfin, on a vraiment plein d'idées, plein d'envies. Mais voilà, après la vie quotidienne. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est exactement ça. L'engagement, c'est pas seulement râler toujours parce qu'on a pas assez de sous, même si c'est vrai qu'on trouve qu'on est mal payé, etc. Mais c'est aussi dans les œuvres qu'on produit, et qui ça reste de qualité malgré le fait que si on veut faire un truc exactement comme c'est dans notre tête, c'est pas le truc qui va nous rapporter des sous. Donc voilà, c'est aussi faire des choix artistiques. Donc c'est vraiment les deux en même temps, quoi. Vous n'avez pas, par exemple, quelque chose, une idée géniale pour nous donner? Comment on peut vivre? Ah oui, vous pensiez que vous allez qu'on allait vous donner. Ah non, mais vous êtes plein. Moi, je voudrais compléter ce que ce que viennent de dire Géraldine et Charlotte dans deux milieux différents. Donc, comme Géraldine, mais ça va répondre à ta question. Ah bah j'ai pas d'idée géniale à proposer aujourd'hui, mais sinon t'aurais pu nous le dire avant quand même. J'aurais pu partager. Hein. Non, je veux dire par rapport à la motivation et à l'engagement dont parle Géraldine. C'est vrai que moi je fais aussi ce métier pour donc le partage, parce que je pense qu'on en parlait l'autre jour, on ne crée jamais aussi bien que quand c'est destiné à quelqu'un, mais il y a aussi le plaisir égoïste de rechercher et de créer. Donc il y a deux démarches, c'est-à-dire qu'il y a la recherche expérimentale graphique et au niveau du texte aussi. Donc c'est toute une recherche personnelle, mais aussi c'est destiné à quelqu'un, c'est destiné à un public divers et varié. On fait pas du marketing justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre les gens dans des cases en disant eux ils sont comme ça, ça va leur plaire. Ça part d'abord de notre désir. Et donc il y a ce désir, moi je dis de partage, comme disait Géraldine, mais il y a aussi le désir de transmettre. Par exemple pour ma part, en parallèle justement pour vivre, mais pas seulement, je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants. Merci la Charte d'ailleurs de nous avoir aidé à réévaluer ce travail, parce que c'est pas un sous-travail, c'est vraiment un travail. Moi c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'essaie d'être rapide et concise, mais dans ma motivation, dans mes études d'art, j'ai marqué art et social. Et finalement, inconsciemment, j'ai fait mon chemin. J'ai pas fait ça directement, mais après avoir fait des livres, finalement, aujourd'hui, je fais des ateliers dans les cités, je fais des ateliers dans des zones difficiles, je fais des ateliers avec des gens qui ont des difficultés d'intégration, qui sont clandestins. Cette année, grâce à un salon du livre, très bien d'ailleurs, Villeurbanne, je suis allée rencontrer des détenus en prison. Et donc voilà. Je suis trop contente en fait que mon métier, avec mes petits livres pour enfants, me permette d'aller jusque là. Et donc c'est aussi un partage, mais aussi je disais une transmission, parce que j'aime transmettre ma cuisine que j'ai fabriquée dans mon coin toute seule chez moi à des enfants, et je me dis c'est peut-être balayer devant sa porte, mais c'est déjà ça. Donc voilà. Il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à faire les ateliers, parce que voilà. Ah oui, parce qu'on part 2 jours, mais on met 2 jours à s'en remettre, voire 4. On dort pas la nuit d'avant. Voilà. Bien, Jean-Christophe, tu peux nous alléger un peu tout ça, s'il te plaît? Ouais. Je fais la promo d'un disque que Clarisse. De Candice. Alors, de Candice, pardon. Je fais une petite introduction à ce disque que j'ai choisi. Oui, Candice. Voilà, justement pour parler des projets transversaux engagés. Ouais. Là, je prépare un livre musical, mais qui sera pas un livre avec une petite histoire. C'est un livre un peu ovni, avec un jeune musicien que je trouve très talentueux, qui s'appelle Eddie Cramp. Et voilà, j'ai amené une chanson à lui d'un de ses disques, et ça s'appelle J'aime beaucoup la musique. D'accord. T'as bien fait. Merci beaucoup. Here we go.
J'aime beaucoup la musique. 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 Mes pieds, je n'aime pas mes poils, je n'aime plus l'été, je n'aime plus le café, je n'aime plus vieillir, plus me souvenir, mais j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la musique. Radio Libertaire, toujours la même, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, avec ce matin 3 auteurs illustrateurs ou illustratrices. Je ne sais plus très bien comment il faut dire, parce qu'on se fait remonter les bretelles si on dit une chose, on se les fait remonter aussi si on dit le contraire. Donc, il faut pas porter les bretelles. Et donc, 3 auteurs illustratrices qui n'ont pas, comme vous avez pu le remarquer, besoin qu'on les pousse trop pour qu'elles s'expriment.
En attendant de les faire revenir dans l'arène, où nous sommes les taureaux, où elles sont les toreadors. Jean! Histoire de vie, histoire d'artiste, une histoire de sculpteur. Jean-Baptiste Pigalle, c'est 1714-1785. Il est aujourd'hui bien moins connu que la place à laquelle il a donné son nom, mais il fut considéré par ses contemporains comme un grand maître. Malgré son échec au prix de Rome en 1734, il se rend en Italie, où il séjournera 5 ans. Il est reçu à l'Académie royale en 1741, en présentant une terre cuite de mercure attachant ses talonnières, saisissant de dynamisme. Pour sa réception près de 3 ans plus tard, il réalise cette même sculpture dans un marbre qui met en valeur le modelé du corps et qui sera unanimement apprécié. Une fameuse peinture de Chardin représente d'ailleurs un élève apprenant le dessin d'après cette sculpture. Le 17 avril 1770, lors d'un dîner qui réunit chez Madame Necker d'illustres hommes de lettres et de l'art, Diderot, d'Alembert, Grimm et quelques autres demandent expressément à Pigalle d'exécuter à leurs frais une statue de Voltaire, le patriarche de la République des Lettres, qui est alors exilé à Ferney. Après avoir accepté, le sculpteur se rend auprès de l'écrivain dont il modèle un visage inspiré, radieux. Ce que Voltaire ne sait pas encore, c'est que Pigalle a décidé de le représenter dans toute la crudité de sa déchéance physique. De retour à Paris, il s'attaque avec une hardiesse incroyable pour l'époque au corps qu'il montre nu, décharné, squelettique même, flasque et avachi sur le modèle de Sénèque mourant. La surprise des commanditaires est totale, mais après avoir d'abord tenté de dissuader le sculpteur, Voltaire dira finalement « Il faut laisser monsieur Pigalle, le maître absolu de sa statue. C'est un crime, en matière de beaux-arts, de mettre des entraves au génie. » Cette œuvre unique dans la statuaire du XVIIIe siècle provoquera un scandale et un rejet énorme lors de sa présentation au public. Elle sera jugée choquante, déplaisante, d'un naturalisme tout à fait excessif. Elle est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre, une parfaite métaphore du triomphe de l'esprit sur le corps. Vous pouvez aller l'admirer au musée du Louvre, où elle est exposée depuis 1962. Mais est-ce que tu peux répondre à la question, quel public ? De l'époque ? Ouais. C'était pas le public populaire, c'était le public... Bonne question, là, j'avoue que... Non, enfin, on peut y répondre quand même. On se doute bien qu'il n'a pas présenté ça dans les faubourgs de Paris. Sans doute, c'est vrai. Non, mais intéressant. Non, on est toujours dans le même trip, quoi. Oui, c'était le public des amateurs d'art. Ouais, voilà, c'est ça. Autant que... Non, c'est pour ça qu'il était scandalisé. Parce que je suis pas persuadé que si ça avait été un public plus populaire, il aurait été aussi scandalisé. C'est bien possible, oui. Bien possible. Bien. Bien vu. Alors, on peut poursuivre ? Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Donc, faut qu'on vous donne quelques autres trucs pour gagner sa vie en tant qu'illustrateur jeunesse. Ouais, gagner sa vie. Puis non, il y avait une question qui me turlupinait, mon petit neurone survivant, c'est parce que bon, vous êtes apparemment, vous avez des idées bien précises sur votre métier, sur pourquoi vous le pratiquez, etc. Mais tout ça, c'est une lumière qui est descendue sur votre chemin de Damas et qui vous a ouvert les yeux, vous a aveuglé. Comment ça s'est passé? Alors, je crois comment que ça se fait, ce cheminement? Ça va être assez différent, je crois, pour nous trois, mais moi, c'est venu vraiment du dessin, c'est-à-dire d'envie de dessiner et en commençant des études d'art, me rendre compte que ce que je dessinais, de par la technique, tout simplement les sujets, la taille du dessin, tout ça, voilà. Ça correspondait à ça, à la narration, au livre. Donc voilà, l'album jeunesse c'est venu assez naturellement, sans que je l'ai vraiment choisi à un moment, mais disons que c'est venu au cours des études. Et voilà, c'est vrai que c'est pas pour moi à la base faire des livres pour les enfants, c'était pas ma motivation de départ. C'était faire des histoires quand même, mais les enfants, c'est vrai que moi je les connaissais pas, je les connais encore très peu, donc c'est vrai que les ateliers dont parlait Candice, où on va parfois rencontrer des adultes, mais quand même pas mal d'enfants aussi,
moi ça m'apprend des choses. Enfin, je les rencontre. C'est vrai que c'est souvent dans un cadre scolaire où ils sont en groupe, du moins, donc c'est particulier. C'est pas toujours des rencontres très individuelles, mais bon, je les rencontre enfin à ce moment-là, donc ça c'est super. Mais j'apprécie autant de rencontrer les adultes, parce que c'est vrai que quand je suis en train de faire un livre, je le fais. Je pense souvent à des gens. Je peux penser à des amis mais j'ai pas beaucoup d'enfants en tête, parce que des enfants que je connaîtrais moi, il y en a pas beaucoup. J'ai pas d'enfants. Voilà, il y en a très peu autour de moi au quotidien, donc. Mais cette envie de partage, cette envie de dialogue avec les gens, cette envie, etc. Ça, c'est, je veux dire, enfin, dans ce que je connais un peu des artistes depuis le temps que j'en fréquente, c'est un discours assez rare. Ils sont plutôt centrés sur leur nombril, moi, et encore moi. Et apparemment, vous, non, c'est ça qui pose des questions. Bah oui, justement. C'est un milieu qui est pas du tout comme ça. Enfin, il y en a sûrement chez les auteurs illustrateurs jeunesse, et même une bonne majorité qui sont comme ça. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Non, c'est pas une bonne majorité. Peut-être si on les entend plus. Être célèbre, qu'on voit votre nom partout et que on vous reconnaît dans la rue, ne faites pas ce métier. Mais il faut savoir qu'ici, dans ce studio, il faut être d'accord avec Robert. Donc, non, mais non. ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas un milieu de m'as-tu vu. Au contraire, moi, j'ai tendance à trouver que les illustrateurs sont un peu trop timides, introvertis, font leurs petits dessins avec une humilité qui est un peu trop, qui frôle parfois la bêtise. On a envie de leur dire, attends, t'es super talentueux, arrête de baisser les yeux, sois fier de montrer ton travail. Enfin, moi je trouve que c'est un milieu très très humble. Hein. Ouais. Oui. On rencontre vraiment des gens très très sympas mais c'est vrai que alors là ça parle de la démarche, effectivement. C'est-à-dire que y a ceux qui veulent être connus et qui veulent faire des livres dans des grosses maisons, etc. Et qui veulent faire de l'illustration, mais qui sont pas forcément en vouloir défendre une démarche d'auteur. Et là, peut-être qu'on est dans les gros égos. Après, il y a ceux qui font leur petite cuisine dans leur coin, et ça, on sait que ça met pas 2 jours, hein, que ça, là par exemple nous ça fait plus ou moins 10 ans qu'on est sorti des études, donc on a eu le temps de connaître les hauts et les bas, de découvrir la vie aussi, et de voir que ça se faisait pas tout seul. Et alors justement on en discutait l'autre jour toutes les trois, et Géraldine a dit qu'en fait pour elle le livre pour enfants c'est un champ d'expérimentation discret. Et je trouve ça assez juste. Merci Candice. C'est joli. C'est-à-dire que c'est un champ d'expérimentation discret, c'est-à-dire que nous, parce qu'on véhicule quand même des idées, sans être non plus avec des étendards, etc. Mais justement, c'est un art, comme disait Géraldine, sans emphase et sans prétention. Elle est en phase de devenir un espèce de gourou. Voilà. Ah bah, elle a une place discret, importante. Discret gourou, mais... Voilà, discret gourou. Voilà, et donc moi je trouve que ça résume aussi un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que on expérimente. Alors, juste pour dire, par exemple, Géraldine, elle parle de son chemin vers l'illustration. Moi, c'est un peu différent. Moi, je suis plutôt passée par l'image d'abord, plutôt le désir d'expérimenter. Alors moi, ce que j'aime dans tous les artistes qui me plaisent, donc de manière générale, c'est on fait une sorte de choses, on expérimente, on fait une sorte de gloubi-boulga bizarre, on cherche. On cherche, et moi souvent, par exemple, là où j'ai fait les plus grandes trouvailles créatives, c'est quand je cherchais, et au moment où je m'ennuyais, c'est-à-dire sur mon bureau, au moment où je m'ennuyais, et ben là je trouve quelque chose qui m'intéresse et je le recadre intellectuellement, c'est-à-dire que je commence à l'intellectualiser, mais c'est pas réfléchi au départ. Et en fait tout est cohérent en fait. Et c'est vrai que moi au début de mon métier, j'ai fait que des livres qui étaient très différents, un au crayon de couleur, un à l'encre, un au pastel gras, etc. Et on me disait mais on te reconnaît pas. Enfin ceux qui me connaissent me reconnaissaient, mais parce que pour moi j'étais au service d'un texte, au service d'un projet, et pas au service de moi, Candice, etc. C'était le plaisir de faire une collaboration. Et c'est pour ça que ça a mis son temps, parce qu'il y a des techniques qui nous parlent plus, des envies qui nous parlent plus, des auteurs qu'on met du temps à rencontrer quand on n'écrit pas tout le temps non plus. Et donc tout ça, ça fait son petit chemin. Et je pense que Charlotte est aussi dans une démarche proche, mais encore différente. Ouais.
Moi, je voulais revenir aussi sur la notion de partage, parce qu'on en avait parlé toutes les trois, et de comment on était venus à la jeunesse. Moi, je suis très très différente de Géraldine là-dessus, c'est-à-dire que le dessin était toujours été pour nous trois, je pense, ça c'est évident, omniprésent dans notre vie depuis l'enfance. Mais en ce qui me concerne, le fait de m'adresser, d'avoir eu envie de faire des livres de jeunesse, c'est absolument pas un hasard. Déjà, depuis que j'ai 17 ans, j'ai été animatrice comme job à côté, et ça a toujours été, ce rapport aux enfants a toujours été extrêmement important pour moi, et je pense que j'avais besoin de leur donner quelque chose à eux, et pas aux adultes. Bon, après mes livres, les adultes peuvent les lire, ça me fait plaisir qu'ils les trouvent bien, mais je les conçois vraiment pour les enfants, parce que j'aime leur façon de voir les choses, j'aime leur façon de regarder mes images, où ils vont avoir un regard complètement différent qui m'intéresse et qui me touche, et je pense que c'est aussi une connexion à ma propre enfance, et quand je dessine, je pense pour l'enfant qui va lire le livre, et pour moi quand j'étais enfant. Parce que peut-être que c'est une sorte de refuge pour moi, le livre, c'était voilà, et donc c'est quelque chose qui, c'est pas du tout un hasard pour moi. J'ai choisi ce métier, j'ai pas eu envie d'en faire un autre, j'aurais pas eu envie d'être peintre par exemple. C'est j'ai besoin dans le livre, il y a quelque chose qui est pas gratuit. Mes images, je fais pas une image juste pour qu'elle soit belle, ou juste pour exprimer quelque chose de moi dont je ne sais pas s'il va faire écho à l'autre. Mais je fais une image qui s'inscrit dans une narration et qui a pour but de faire un écho chez l'autre, alors qu'il soit positif, négatif, qu'il soit du rejet, en général j'essaye de faire rire. J'ai envie de faire rire les enfants. Voilà. Je crois que je fais ce métier pour faire rire les enfants. Ouais. Pas mal. Pas mal. Mais pas que. Moi, je fais pas ce métier, c'est pour faire rire les enfants, parce que voilà, pas que, parce que alors ça aussi, il y a quelque chose qui m'énerve chez les éditeurs. C'est Candice à l'appareil. Moi, j'ai fait mon premier livre. Alors voilà, mon premier livre d'auteur, mon unique pour le moment, parce que ça met du temps. Ça s'appelle Le nuage de Clara, et c'est l'histoire, c'est sur la dépression enfantine. Ça ne le dit jamais, bien sûr, c'est une métaphore sur le temps, sur la dépression enfantine, donc ce qui n'est pas très léger. Et donc, une éditrice, donc, que je ne citerai pas, qui fait tout autre type de livre. Si, on aime bien les citations. Pas là. Voilà. Dommage. Mais je la cite sans donner son nom. Elle me dit, oh là là, moi des livres comme ça, je ferai jamais, oh là là, inquiétant. Et en fait, je lui dis, mais non. Parce qu'elle fait des contes, et des contes. Et je lui dis, c'est très bien les contes, mais en fait, les deux peuvent aller ensemble. Le livre, c'est un outil. On a besoin de rêver, on a besoin d'évasion, mais aussi on a besoin de ça pour grandir, pour se transformer, pour évoluer. Et moi, je trouve que les côtés un peu rêveurs peuvent tout à fait aller avec quelque chose de plus lourd. Et on a cette chance en France d'avoir cette diversité éditoriale et culturelle, et qu'il faut pas tuer. Voilà. Tu sais, l'humour est pas très très bien vu non plus en fait. Oui, l'absurde non plus. Les nounours, si. Mais alors, nous, on fait des nounours trash, en fait. Oui, en fait, notre premier lecteur, c'est l'éditeur. Donc, c'est vrai que on a beau penser aux adultes, aux enfants à qui on veut, on doit d'abord faire lire nos livres à l'éditeur, et des fois, ça passe pas très bien. C'est vrai on se bat un peu contre le sentimentalisme, la mièvrerie et tout ça, sans se battre contre les sentiments tout court, mais enfin, on essaye voilà, quelquefois, on doit accepter des critiques quand même assez sévères sur nos dessins, que c'est moche, etc. Mais moi, je pense que vous avez raison de avancer dans ce sens, parce que il y a beaucoup de monde qui a complètement oublié qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Bah, c'est vrai, en plus. Dans la peinture, c'est la même chose. Mais si j'ai bien compris... Au Moyen-Âge, les histoires étaient beaucoup plus trash. Hein. Oui, mais c'est pas une question des histoires, c'est une question d'avoir le courage de travailler dans les thèmes ou développer les thèmes durs, difficiles, de dire les mots ou de dire certains problèmes directement. Pas faire un détour parce que c'est un enfant. Robert, il est bien placé, il travaille peut-être toute sa vie pour les enfants, et il va vous dire qu'un enfant aujourd'hui est capable d'encaisser des trucs vraiment adultes.
Ça dépend comment il était. Ça dépend de son élevage. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a des enfants Oui, qui en sont quand fait, même ouais, élevés. tous les livres ne sont pas pour tous les enfants aussi. Non. Enfin, moi, je suis bien consciente que mes livres s'adressent à un certain public, et même parmi les enfants, ce sera pas tous les enfants. Après, voilà, mais on a quand même moi, j'aime bien les contraintes du livre pour enfants, qui doivent être quand même la lisibilité, une simplicité de la forme qui empêche pas une complexité, qui fait qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, et qu'il y a certains enfants qui vont aller à fond dedans, et puis d'autres qui vont rester en surface, et ça va moyennement leur plaire, mais tout à fait comme les adultes aussi. Et moi, je trouve que ces contraintes-là, en tout cas, m'apprennent beaucoup et m'aident à progresser, parce que c'est des... Ils nous empêchent beaucoup de nous regarder le nombril, en fait. Ouais. Ouais. On peut pas être là à se parler à soi-même, ou à parler à nos amis, ou à se faire des... Non, il faut qu'on parle à un grand nombre de gens, mais tout en restant nous-mêmes, et tout en leur apportant tout ce qu'on peut, en mettant de nous dedans. Enfin, c'est... Voilà. Vous avez des enfants? Non, alors justement, ça aussi, vaste débat, parce que en fait l'autre jour, en fait, moi j'en parlais hier avec une amie auteure, et encore j'en ai parlé avec d'autres amis. En fait, nous, par exemple, toutes les trois, on n'a pas d'enfants, mais on a des amis aussi qui ont des enfants. Moi, j'espère en avoir, mais c'est pas, voilà, je suis auteure pour enfants, mais j'en ai pas. Et en fait, beaucoup de gens du public qui ne connaît pas bien le livre me disent, mais comment ça, vous écrivez pour les enfants, mais vous avez pas d'enfants, mais comment c'est possible? Et en fait, oui, c'est possible, parce qu'on parle à l'enfant qui était en nous, faut pas l'oublier. C'est peut-être même un avantage. Voilà, et on parle à l'enfant qui était en nous, et surtout, j'en parlais avec un ami qui lui est musicien, qui fait des choses très ovni avec des joujoux et des jouets, et il travaille pour un public un peu particulier. Et là, je trouvais juste ce qu'il disait. Il disait finalement, mon travail serait raté si on le prenait pour un travail naïf. C'est-à-dire qu'il a 30 ans. Et donc, voilà, on est passionné, il y en a tout un univers onirique, voilà, avec ses petits dinosaures, etc. Mais moi, je suis pas du tout nostalgique de Chantal Goya et de Casimir, même si j'ai aimé Casimir. Mais moi, je suis pas du tout soirée Goldorak, quoi. Ça, c'est ça, il faut pas voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout dans cette nostalgie-là. C'est-à-dire qu'on a cette candeur aussi, mais moi le côté on se réunit entre soi, dans nos souvenirs de soirée de 15 ans, on écoute ça, moi ça m'ennuie personnellement. Oui, on n'est pas régressive, c'est pas ça, quoi. Enfin voilà, moi je vois l'enfance comme c'est pas du tout péjoratif. Voilà, c'est un moment très 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 important de la vie qui met plein de choses en place, et faut pas le rater, parce qu'après on l'a plus. Mais je suis pas une nostalgique. Je suis pas une nostalgique de l'enfance. Mais est-ce qu'on a besoin d'être puéricultrice pour écrire pour les enfants? Bah non. Non, mais par contre, personnellement, mon expérience en tant qu'animatrice pendant 10 ans m'aide énormément quand j'écris pour les enfants. Et m'aide énormément aussi à me dire, quand un éditeur me dit non, ça on peut pas le dire, ou ça on peut pas le faire, quand je dis si, moi je pense qu'on peut, je suis sûre de moi, je l'ai expérimenté, j'ai dessiné des heures durant avec des gamins, et ils m'ont fait des dessins, j'en fais, je veux dire les squelettes à tête tranchée qui m'offrent avec un grand sourire, je ferai jamais aussi trash qu'eux, donc de toute façon je pense que voilà, c'est un public que je connais bien, que je... Ouais, et puis c'est aujourd'hui, j'ai pas non plus des enfants, j'espère bien en avoir, mais aujourd'hui je pense que des enfants sont beaucoup plus évolués qu'à l'époque quand nous étions des enfants, donc... Ils vivent dans un monde très difficile, donc après venir leur donner des histoires complètement niaises, alors qu'ils regardent la télé, ils écoutent les infos, dans la cour de récré, c'est pas tendre non plus, la tendresse, ils en ont besoin, il faut leur en donner, mais pas de manière comme s'ils connaissaient pas la réalité. La réalité, elle est devant eux tous les jours. Faut pas faire. Voilà. Faut les respecter, ça. C'est tout. Bien. Je vois pensive, Géraldine. Non, j'écoute, attentive plutôt. Attentive. Bien, on va faire une pause musicale avec Croix. Au juste. Tu peux peut-être nous envoyer un petit Chantal Goya, non? J'ai Alice au pays. Non, merci. Alors, j'ai aimé Chantal Goya, je l'admets, je l'ai aimé Chantal Goya, et je n'ai rien contre elle. Oui, non, tu es absente. Non, mais moi je crois que Chantal Goya, j'ai baigné dedans aussi. Et ça m'a fait du bien. Enfin, faut aussi préserver les enfants
de la réalité, quoi. Enfin, le rêve, et les fées, les contes de fées, et les petits mondes comme ça, en carton, c'est important. Les contes de fées, justement, c'est essentiel quelque aussi. chose de très, comment on pourrait dire, ambigu. Enfin, les contes de fées. Moi, j'adore les contes de fées. Enfin, On aime tous, hein. Mais les vieux contes, ils sont souvent moins aseptisés que les nouveaux, hein. Oui, mais c'était c'était un autre contexte aussi. Enfin, c'était une autre époque. Ouais. Non, mais c'était des rites initiatiques. De toute façon, ça vient du fond de. Ouais, ça parle d'un passage. Ça parle beaucoup de l'enfance, lire en fait, et de Live, l'enfance l'éditeur, un aussi. petit peu. Enfin, moi, j'étais amoureux de Chantal Goya, c'est pour ça que je disais ça. Elle est pas belle de près. Moi, j'aimais beaucoup le lapin. Moi, j'aimais beaucoup le lapin et Panda. Et ouais. Et les animaux des spectacles étaient trash aussi. Bon, ça suffit. Alice au pays des merveilles, ça. Au pays des vermeils. Au pays des vermeils, ouais. C'est pas qui a ramené ça, c'est Charlotte, non? Non, Alice c'est moi. Géraldine. Ben voilà, Géraldine. Alors Alice tous au se gardent à pays vous. des merveilles. Hop. Un petit incident technique qui sera vite réparé. Voilà. Radio Libertaire, oui, c'est nous, on est toujours là pour exploiter votre attention. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec ce matin Géraldine, Candice et Charlotte, et la petite histoire parisienne de notre camarade Igor. Oui. Quand j'étais encore à la rue, j'avais beaucoup de copains qui ressemblaient à première vue des soldats de la Première Guerre mondiale, qu'on connaît des photos ou des films documentaires. Je parle d'une ressemblance physique par rapport à des blessures, par rapport à des visages maigres, peau abîmée, manque des dents. Ensuite, ce qui complète cette image, ce sont les béquilles, les bons dents pas propres, et à la fin, la façon dont ils sont sapés. Il est vrai que très souvent, ces personnes négligent complètement leur état de santé physique. C'est parce qu'ils considèrent les médecins comme quelque chose d'abstrait et inutile. Et en ce qui concerne le dentiste, là, ils ont tout simplement peur. Les sans-abri, d'une manière générale, pensent qu'ils ont une santé parfaite. Et les petits trucs, genre maladie de la peau
ou des dents pourries, c'est un problème de tout le monde. Donc, avec mon histoire parisienne d'aujourd'hui, je vous emmène à Verdun de l'année 1916. Cauchemar de l'automne. Ça se passe dans le 19e arrondissement, quartier des Buttes-Chaumont. Une nuit d'automne, je me suis perdu dans le Paris. En cherchant un endroit pour me reposer, j'ai tombé sur une forêt rocheuse et vallonnée. Au bord d'un lac dans lequel j'ai failli tomber, j'ai décidé de passer la nuit sur place. Je me couche sur l'herbe et je laisse le silence m'envahir. Petit à petit, je commençais à être inquiet et ça allait jusqu'à peur. Je suis où? Qui sont ces ombres autour de moi? Qui sont ces formes qui se déplacent lentement? Pourquoi cette impression étrange d'être en Lorraine, entouré par ce brouillard qui me fout la trouille? Tout d'un coup, une des ombres s'approche de moi. Je ne crois pas mes yeux. Je jurerais que c'est un combattant de la Première Guerre mondiale. La moitié de sa tête enveloppée dans un grand bandeau, son corps dans un grand manteau sale. Son sac à dos, qui semble dater de Mathusalem, est aussi taché que de toutes sortes de matières. Il marche à l'aide d'une béquille, et il vient vers moi, et sans dire un mot, me fait un signe, pour ensuite me conduire auprès des siens. Là, tous m'expliquent que nous sommes à Verdun encerclés par les ennemis. En 1916. Aucun moyen de chercher de l'aide, aucun moyen d'échapper. Ces hommes, face à moi, ne sont plus vraiment des humains. C'est des créatures pleines de blessures physiques. Jean-Jacques, lui, il n'a plus de dents. Au début, par manque de vitamines, il a perdu une, ensuite la deuxième. Coupé du monde, sans possibilité de soin, il a perdu tout ce qu'il avait dans sa bouche. Pierre a mal à la hanche, il se soigne par alcool. Avec du rhum, ça passe. Il y a aussi Patrick, avec ses coliques néphrétiques, et Petit Jean, avec sa maladie de peau, qu'il soigne en fumant de l'herbe. Michel, avec sa béquille, c'est lui qui m'a ramené ici. Il veut même pas dire où il a mal, probablement partout. Je sais que je me trouve à ce moment même en enfer. Je sais aussi qu'il faut que je me sauve, que j'échappe à ça. Mais comment faire? Parce que nous sommes encerclés. Mais tout d'un coup, je vois de loin sur le ciel comme un éclairci. Oui, c'est le soleil qui se lève. Et voilà, j'ai trouvé. Ce n'était qu'un cauchemar. Alors il faut tout simplement que je me réveille. Et je le fais. Merci Igor. Super. Bien, on continue avec ces trois jeunes auteurs, illustrateurs, jeunesse. Ça va, vous êtes... Oui, on est vous remontez à la surface? Oui. Géraldine? Ça va bien. Moi, je voulais rebondir sur ton texte là, en fait. C'est vrai que ça fait écho pour plein de raisons personnelles. Et en plus, j'ai fait un livre justement qui parle des sans-abri, auquel je tiens beaucoup. Ça s'appelle Le Chat Machin, écrit par Marcus Malt. Et c'est un des plus beaux textes qu'on m'a offert d'illustrer. C'est-à-dire que souvent on crée des projets nous-mêmes pour les proposer aux éditeurs. Et là, pour la première fois, on m'a dit... Tiens, on propose ce texte-là, et ça parle justement de la discrimination, des sans-abri, tout ça de manière sous-jacente en fait. Et ça, c'est des livres pour lesquels j'ai envie de me lever le matin pour les défendre dans les écoles. Et alors, on aime ou on n'aimera pas le graphisme, on aime ou on n'aimera pas la forme du texte, qui est comme un long poème en prose. Mais voilà, c'est un sujet qui est parlant. Je veux pas quelque chose de forcément consensuel ou de lieu commun bateau. Je pense que ça n'a pas été traité comme ça. Mais c'est un sujet pas forcément simple. Et la plus belle récompense, c'est dans les écoles où les enfants ont applaudi le texte. Voilà. Et donc ça parle pas d'un sujet Yukaidi Yukaida.
je n'ai rien contre Chantal Goya, je l'aimais beaucoup. Mais Ah non, cette pub déguisée. mais je suis allée voir 3 fois. Moi, j'ai quelque chose contre Chantal Goya, hein, parce que... Quand même. Désolée. Alléluia. Mais il faut d'autres choses, voilà, c'est ça ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a des contes, et puis il y a aussi d'autres livres, il y a d'autres contes, voilà, ça c'est un conte en fait, c'est ce chat machin, il a plus de nom justement parce qu'il n'est plus personne, et voilà, et pourtant c'est quelqu'un, et il va rencontrer un chien, et donc là il y a tous les a priori qui vont tomber, parce que vraiment le chien et le chat doivent se détester, et non. Et donc c'est un road movie un peu aussi dans la ville, et voilà, je suis contente de faire ce métier pour faire ce genre de livre. Non, ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à un dessin animé chez Disney, Lady à Trump. C'est les deux chiens. Ah Trump, oui, La Belle et le Clochard. Voilà. Ouais. Voilà. Traduction. En fait, oui, voilà. J'ai regardé chez nous. Traduction française. Oui, exactement, oui. Voilà. Alors dans cette espèce de chose là d'implication dans votre métier, quels sont parce que voilà la pendule fait des bonds. Est-ce qu'on peut parler de vos espoirs et de vos désespoirs dans ce métier pour rebondir un petit peu sur le désespoir des histoires d'Igor? Ouais, moi en fait je pensais, enfin ça peut-être un peu lié aussi à ta question, je pensais à quelque chose quand Igor racontait son histoire, c'est qui quelquefois me gêne, c'est la manière dont on est perçu en tant qu'auteur jeunesse. En fait, ça oscille entre deux trucs très très différents, entre une espèce de vie de bohème qu'on aurait avec toujours un soupçon d'être entretenu quelque part, parce que bon c'est quelque chose de pas très sérieux tout ça. Et puis une espèce d'aura qu'on a parce qu'on est auteur, et quand on arrive dans des classes ou dans des bibliothèques, on est quelqu'un d'intellectuel, d'important, on est attendu, on est la star du jour. Et puis d'un autre côté, le mépris parfois quand même dans lequel nous mettent les éditeurs, certains éditeurs. Alors voilà, on n'est pas contre les éditeurs en général, mais quelquefois on se sent quel auteur jeunesse ne s'est pas senti à un moment humilié au téléphone ou dans un bureau d'éditeur, et se sentir tout seul et tout petit. Voilà, un espèce de grand décalage. Alors la vérité, elle est ni d'un côté ni de l'autre évidemment, et on n'a pas envie de passer pour des artistes dans leur chambre de bonne qui s'enroulent dans des vieux manteaux sales comme tu disais, mais c'est pas non plus la gloire. Et on a envie moi j'ai envie de faire plus connaître qu'on est des gens normaux qui travaillons. Après tout, c'est aussi ça. C'est un drôle de truc parfois, la manière dont on est perçu, ou des fois pas du tout perçu, parce que le temps aussi que les gens se rendent compte qu'il y a un auteur derrière un livre, ça met un peu de temps aussi. En fait, en gros, pour expliquer un peu, j'espère de manière simple, on est un peu dans la même situation qu'un comédien de théâtre, par exemple, sauf qu'on n'a pas de statut. Voilà. Donc quand on n'a pas trouvé on fait un travail, on le finit, on fait le mieux qu'on peut. Puis quand on doit on doit trouver autre chose pour à la suite, et si on n'a rien à la suite, on n'a pas d'argent. Donc on est on est exactement dans la même configuration, sauf que personne n'a jamais pensé aux auteurs d'images dans le statut d'intermittent du spectacle. Évidemment, on n'est pas du spectacle, mais c'est exactement la même problématique et les mêmes problèmes. Ça veut dire que tu serais pour un éventuel statut mais évidemment, mais il faut pas rêver non plus, vu que le statut d'intermittent du spectacle se casse la figure. Il faut pas imaginer, il faut pas rêver qu'on l'étende aux gens pas celui-là, mais c'est vrai qu'on rêve d'avoir un statut. Déjà, on galère beaucoup pour avoir une sécurité sociale. Excuse-moi, je trouve pas du tout, si tu veux, que la situation des auteurs soit la même que celle des comédiens. Un comédien, il dépend intégralement du désir des autres. C'est-à-dire qu'il est devant un téléphone et il attend. Un auteur, il a quand même la possibilité, en dehors des périodes où il n'a pas de commande, de faire des travaux personnels ou... mais ça n'empêche jamais de créer. De toute façon, vous nous mettez dans n'importe quelle condition, on créera toujours. On a besoin de ça. Fait, mais à côté, je prends mon exemple personnel.
Là, j'ai toujours eu un travail à côté. J'étais animatrice, j'ai toujours fait. Bon. Puis là, j'ai eu tellement de travail par rapport à mes propres livres que j'ai arrêté mon job et je n'y arrive plus. Donc je vais devoir je recherche un travail. J'ai 32 ans, je commence à être bien demandée dans mon métier et tout ça, mais j'y arrive pas. Donc toi, tu penses qu'un éventuel statut de l'auteur, ce serait pas du tout un frein à la créativité, hein? Pas du tout. Au contraire, ça permettrait que des gens parce que on est quand même beaucoup à avoir bénéficié d'un coup de pouce quel qu'il soit, c'est-à-dire de notre famille, voilà. Et les gens qui ne peuvent pas du tout bénéficier de coups de pouce et qui veulent être artistes, auteurs, eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lâché parce que ils pouvaient pas. Et donc, je pense que, au contraire, pour la création, ce serait bien meilleur. Il y aurait pas seulement les gens qui peuvent se permettre d'attendre un petit peu, de traîner un peu dans leurs études, de faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir être connus, qui pourraient accéder au statut d'auteur illustrateur. Donc voilà. Après, il y a des gens qui y arrivent quand même. Hein. Il y a des gens sans rien, sans coup de pouce, que par la force de leur talent et de leur volonté. Il y en a qui arrivent. Hein. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est vraiment très difficile. Oui, puis moi je trouve qu'on peut un peu comparer ça quand même à la situation des intermittents parce que nos employeurs, les éditeurs, plus souvent, se reposent beaucoup sur le fait qu'on passe énormément de temps personnel à travailler sur des projets qui ne correspondent pas au temps où on est payé en fait. Et c'est la même chose pour les intermittents. Pourquoi ils ont du chômage? C'est pour leur permettre de développer des projets personnels et nous on aurait besoin d'un truc qui ressemble, je dis pas le même statut, mais quelque chose qui nous... C'est plus un problème de respect qu'effectivement... manque, le dessin est dans l'édition pour jeunesse effectivement c'est différent parce que le dessin tient une place tellement importante, mais il suffit de savoir, de voir la place qu'a le dessin, l'image qu'a le dessin dans l'édition tout court, c'est assez catastrophique. Moi je travaille peu dans l'édition, chaque fois que je suis amené à travailler dans l'édition, j'ai un éditeur qui trouve le moyen de me massacrer d'une phrase. C'est systématique. De me remettre à ma place en me disant le dessin pour nous Oui, c'est ça. Mais vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit Patricia Dumez aux Pays-Bas, comment ils ont réglé ce problème à Hollande, que c'est l'État qui paye un salaire à tous ces artistes. C'est le seul pays au monde. Oui, c'est le seul. Hein. Et même à des artistes, parce qu'elle est française. Et là, elle est dans une démarche pour justement accéder à ce statut. Et c'est tout à fait possible, même si on est étranger. Maintenant c'est l'Europe, mais je veux dire, mais avant que ce soit l'Europe, un artiste français, italien, espagnol qui se pointait aux Pays-Bas, il pouvait postuler pour bénéficier de ce salaire. Moi, je voudrais apporter une nuance en fait entre Charlotte et Géraldine et vous en fait. Oui, c'est-à-dire que tu es au milieu déjà. Oui, je suis au milieu, mais c'est pas un hasard finalement. On s'est placé comme ça. Oui, d'accord, l'intermittence. Moi, je suis d'accord par rapport au fait que quand on est comédien, on dépend du désir total de quelqu'un qui veut bien nous faire travailler. Nous, quand même, un peu aussi. Après, moi, je sais pas si ce serait forcément l'intermittence dont j'aurais envie, parce que je trouve que il y a toujours la perversité du système, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des musiciens, par exemple, qui s'endorment un peu en faisant des petits boulots, mais ils percent pas. Donc quelque part, la difficulté quand on n'a pas l'intermittence, c'est se dire on voit qui reste et qui ne reste pas. Après, c'est vrai que des fois ça y a de quoi être très très en colère et en révolte par rapport à la considération qu'on a, par rapport à ce qu'on est payé. Et c'est vrai que c'est un abus de quand nous on fait un livre, on met 3 mois, voire 1 an, 2 ans à le préparer, parce qu'on est payé que pour le temps de la réalisation. On met 3 mois au moins, entre 1 et 3 mois à le faire, des fois plus. Ça, c'est simplement la réalisation, pas la conception. Et proportionnellement, c'est vrai que c'est honteux ce qu'on est payé. On n'est pas payé pour notre temps de travail. En fait, on est payé qu'en droit d'auteur, donc c'est pas du tout. C'est honteux. Donc ça, c'est de l'abus. Après, moi, je serais plutôt pour revaloriser aussi notre statut, c'est-à-dire que on soit vraiment respecté en tant qu'auteur, parce qu'il faut arrêter là, avec la crise, etc. C'est toujours la crise, mais en ce moment, j'ai l'impression quand même que les salons du livre marchent bien. Alors les éditeurs se gardent bien de nous le dire, nous les auteurs. Mais enfin. Mais il n'y a pas de crise dans le livre en ce moment, c'est-à-dire que surtout dans le livre jeunesse. C'est-à-dire là, j'ai 15% en gros du chiffre d'affaires de l'édition. C'est la vache à lait de l'édition quand même, en tous les cas en France. Oui, donc, ça c'est un statut social effectivement, c'est pas la même chose qu'un statut fiscal quoi. Donc il y a
Et puis il y a aussi. Il a travaillé là-dessus, oui. Et puis aussi, c'est vrai aussi par rapport aux auteurs jeunesse. Alors excusez-moi le rapprochement, mais souvent moi j'ai l'impression quand on est dans des salons du livre mélangés, justement auteurs jeunesse, auteurs adultes, on est mélangeons pas pâté et foie gras quoi. C'est-à-dire que nous on est le pâté et eux ils sont le foie gras. Oui. Et c'est des vaniteux. Il y a Ça on les envie pas. Hein. On les envie pas, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a aussi le coût d'un livre, de la fabrication d'un livre pour adultes, c'est quand même du papier noir et blanc imprimé en gros tirage, c'est vendu 20 €. Ils ont plus de 10% d'avaloir, enfin de droits. Nous, on est carrément en dessous et on se donne du mal. Alors c'est pas pareil, on passe pas exactement le même temps, mais c'est une démarche tout aussi impliquée. Et c'est là où on est très mal considéré en tant qu'auteur jeunesse. C'est-à-dire que on fait pas ça par-dessus la jambe. Après, il y a autant d'illustrateurs et d'auteurs que de personnes, mais c'est pareil dans tous les domaines. Et c'est ça, c'est très injuste. Et donc c'est vrai que là, nous, pour des raisons diverses, on a été aidés, ou on s'est aidé toute seule aussi, c'est-à-dire que voilà, on fait du bricolage pour vivre. Donc à bout d'un moment ça paye, et c'est vrai que c'est soit une colocation, voilà, soit un appartement qu'on nous a prêté, soit les ateliers. Mais ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que ça nous force aussi à ne pas s'endormir. Le fait de devoir faire plusieurs métiers à la fois, c'est épuisant. Psychiquement, c'est épuisant. Ça demande une énergie énorme. Et donc après, on n'a plus des fois d'énergie de faire nos projets. Mais en même temps, ça nous donne une adaptabilité qui fait que l'ego, contrairement à certains artistes, on peut pas l'avoir. Parce que on est tellement débordé par toutes les solutions qu'il faut trouver que on peut pas mettre notre ego en premier. Mais là, je trouve qu'avec ce que tu dis, en fait, la sélection, elle se fait pas sur le talent, mais sur l'endurance. Oui, ça c'est vrai. Et je trouve ça super dommage, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec toi, Charlotte. Non, je suis tout à fait d'accord aussi. Bon, c'est pas pour tout de suite le pugilat, alors c'est bien. Quelque chose à ajouter? Ouais, non, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Charlotte, c'est que je pense que il faut pas exagérer non plus. C'est vrai que c'est bien d'y croire, de se battre et tout, de pas s'endormir, mais je pense qu'on en est loin. Moi, j'ai quelquefois obtenu des bourses aussi. Les bourses du Centre national du livre, par exemple, c'est quand même c'est des sous de l'État qui nous permettent de créer, et je dois dire que c'est une grande respiration, parce que c'est pas non plus démesuré, hein, c'est 6 000 €, donc on vit quelques mois et on peut se consacrer à son travail. C'est pas non plus, 6 000 € pour un intermittent, je veux dire, c'est du brut, etc. C'est pas non plus, ou pour n'importe quel salarié, c'est pas énorme, mais enfin voilà, c'est ce genre de truc qui nous fait une grande respiration, qui nous donne la motivation de créer, et c'est pas du tout un endormissement. Au contraire, à chaque fois, ça a été un vrai accélérateur, ou du moins, enfin, on pouvait aller dans la direction dans laquelle on voulait, enfin, de mon expérience en tout cas. Donc voilà. C'est pour ça que je disais que c'était une nuance entre toutes les deux. Parce que j'étais d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, mais c'est vrai qu'il y a des nuances. C'est-à-dire que c'est clair que je suis d'accord avec toi. C'est une respiration pour nous et on se moque pas du système. On n'en abuse pas. Après, voilà, c'est nous. Voilà, c'est nous. Là, on est que nous trois. On parle pas au nom des autres. Voilà, c'est tout. Mais vous pourriez. Bien, l'heure s'avance. C'est vraiment con ces pendules, mais alors. Et on va devoir conclure avec vous, en tout cas. Est-ce que vous avez la petite chanson de Charlotte? Oui, mais on l'écoutera à la fin, parce que là, il faut que Jean nous raconte une dernière petite histoire, nous donne des expos. Non, mais on aura le temps à la fin de la passer. Hein, Jean-Christophe, on aura le temps à la fin. Oui, les fruits et légumes, je les oublie pas. Une chanson sur les tomates, il faut l'écouter. Ouais, les tomates, en plus, les tomates. Quel genre de tomates Toutes les tomates. Toutes les tomates, d'accord. Bio de préférence. Bio de préférence. Bien. Non, c'est pas vrai. Géraldine, Charlotte et Candice, merci beaucoup d'être venus. On espère qu'on pourra vous retrouver, parce que vous avez tellement de choses à dire. Vous avez une tchatch assez intéressante. C'est pas toujours le cas, mais là c'est vraiment bon. On espère qu'on vous reverra. C'est ouvert quand vous voulez. Hein. Merci à Géraldine de nous avoir invités, en fait. Ouais. Et merci à vous aussi. Merci. Et puis, on profitera peut-être de l'invitation pour revenir avec d'autres gens. Ouais, bien sûr. Non, parce que c'est pas des invitations en flanc comme ça. C'est sérieux. Merci beaucoup toutes les trois. Si j'ai le temps, 25, je vais essayer d'aller assez vite. Tu vas aller vite.
une espèce de tarte à la crème, hein, une petite histoire croisée de deux ratages artistiques. En 1922, Roland d'Orgelès, qui s'appelle encore Le Cavelet, est étudiant à l'école des arts décoratifs de Paris, où il s'est inscrit en premier lieu pour faire plaisir à ses parents. Ceux-ci pensent en effet que le métier d'architecte présente bien. Le futur écrivain se voyant bien en artiste connu, il s'est aisément laissé convaincre, il va y rencontrer nombre d'artistes qui seront ses amis sa vie durant. Mais lui-même va devoir interrompre brutalement ses études. Un jour que le jeune Roland est en train de copier un antique qui, selon ses propres dires, méritait beaucoup mieux, son vieux maître glorieux à cette époque se plante derrière l'étudiant et reste sans rien dire pendant un long moment. Dorgelès n'emmène pas large, mais il est assez confiant. Tout à coup, la sentence tombe comme un coup près. « Jeune homme, lui dit le vieux maître, vous dessinez comme un aveugle. » Le coup est rude, mais malgré son échec, parce qu'il va vraiment arrêter là, ses études artistiques, Dorgelès gardera toujours de la reconnaissance pour l'école des arts décoratifs. Il dira plus tard « Je garde le souvenir ému de ces cours d'histoire de l'art où j'affinais mon goût. » En 1907 d'abord, puis en 1908 ensuite, Hitler échoue à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Hélas. Déjà persuadé de son propre génie, malgré la pauvreté de ses aquarelles, on a pu le mesurer depuis, Adolphe entre dans une terrible fureur. Il ruminera cet échec toute sa vie. Pendant 5 ans, il va vivre misérablement de petits boulots et de la vente de ses peintures, jusqu'à son engagement au début de la Première Guerre mondiale dans un régiment d'infanterie bavarois. On connaît la suite. Je vous ai déjà raconté il y a quelques semaines le canular artistique de l'âne peintre Boronali imaginé par Dorgelès un peu avant la Grande Guerre. Justement, la farce montmartroise va mettre un moment à faire le tour de l'Europe. En 1935, au cours d'une soirée organisée à Berlin, l'ambassadeur de France la raconte au chancelier du Reich. Devant les diplomates pétrifiés, Adolf Hitler, puisque c'était lui, se plie en deux de rire, presque jusqu'à s'étouffer, tout en se tapant violemment sur les cuisses. « Ein Esel, wie komisch !» Un âne, ah que c'est drôle, hurle le peintre raté de Vienne, prenant ainsi sa revanche sur les professionnels de l'art. Ce qui sera raconté en retour à Dorgelès que cette marque d'admiration chagrinera fort. Mais il prendra lui aussi sa revanche après la Seconde Guerre, en déclarant publiquement « Si les peintres de Sa Majesté François-Joseph avaient jadis accordé une médaille à ce barbouilleur, la face du monde en eût été changée. » Oui, bien sûr. Eh oui. Mais je dois te dire que moi je me souviens à l'Académie Julian, mon premier nu, j'étais tellement perturbé. Oui, je me Il y a le rappelle. professeur qui arrive derrière moi, qui s'est tu pendant un petit moment, et qui me dit, mais qu'est-ce que vous nous tricotez là? Bon. C'était moins sévère et tu as continué. Oui, j'ai continué. Moi, ça, je m'en souviens encore. J'ai eu comme un frisson. Tu nous parles des expos? Alors, 2 expos à ne pas manquer. Moi, personnellement, j'ai horreur de Chirico, mais actuellement au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est 11 avenue du président Wilson, dans le 16e, et c'est jusqu'au 24/05/2009. Toute la carrière de ce peintre quand même assez particulier, bien en deçà de la période métaphysique que tout le monde connaît, avant qu'il ne se résigne à se copier lui-même à l'infini. C'est La Fabrique des rêves de Giorgio de Chirico. Et puis... à la Pinacothèque de Paris, 28 place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement. Je crois que Robert aime bien. La Madeleine, c'est vrai. Robert aime bien la Pinacothèque. C'est jusqu'au, là vous avez le temps, c'est jusqu'au 15 septembre, Valadon Utrio de l'impressionnisme à l'école de Paris. Alors il y a une 50aine d'œuvres de chacun des membres de ce couple pour le moins atypique, alors que la célébrité de l'un a longtemps éclipsé le travail de l'une. Une exposition intelligente qui rétablit l'équilibre, même si, à mon humble avis, je sais pas ce que Robert en pense, la peinture de la mère est largement supérieure à celle de son fils, mais ça n'engage que moi. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai toujours beaucoup aimé Valadon. C'est une nana qui était modèle pendant longtemps. Absolument, oui. Qui est très belle. Vraiment très belle et un grand peintre. Non, vraiment. Non. Super nana. Quand elles sont super, les nanas. Alors, on nous passe la chanson de Charlotte. Salut. Salut. Bah, salut à tous, et puis vive les légumes et les tomates. Et à Racaille, Nick Sarku, ou Sarko, toujours. Oh. Avec le 20e. Avec le 20e.
tous ensemble et tous dimanche à la clé. Et oui, tous le dimanche à la clé pour la fête de Radio Libertaire où J'en sais rien se produit le dimanche à 20h. Ouais, j'en sais rien. Enfin, Je se produit plus dans l'émission, c'est dommage. Moi, je le mettrai si en un peu de temps après les tomates, je mets une chanson de J'en sais rien. Ok. Salut.